allons sans plus tarder passer à la phase 2 de cette série d'événements. Alors, pour le coup, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Laurent Picard, qui est un développeur chez Google, qui nous fait l'honneur de nous faire une présentation sur comment créer des solutions plus intelligentes sans aucune expertise en machine learning. Monsieur Laurent, est-ce que vous êtes là? Ouais, je suis là. Bonsoir à tous. D'accord. Vous me voyez, vous Bonsoir. m'entendez? Super bien. Alors, je vous passe la parole. Ok. On, on attend 2 minutes ou on commence maintenant? On peut commencer. Vous pouvez partager l'écran déjà pour voir? Ouais, je vais partager ça. Alors, c'est bon? Ok. Bonsoir à tous. Je m'appelle Laurent Picard. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est la première fois que je fais sur un événement africain. Donc, je suis très heureux de vous rejoindre. Il y a un autre flux audio, Géraldo Isaías. Je ne sais pas si c'est normal. Ok. Je pense que c'est une personne qui a laissé les embêter. Ok. Ok. Bon, donc je commence. Alors, donc petite présentation. Donc, je m'appelle Laurent Picard. Je vous parle de Paris. Je suis développeur advocate chez Google que j'ai rejoint il y a 3 ans et demi. Avant ça, j'ai été pionnier dans le domaine du livre électronique. Et j'ai travaillé dans ce domaine pendant 17 ans. Donc, ça m'a beaucoup occupé. Pour vous donner une idée, en 2000, on était une petite équipe de R&D à Paris et on a conçu le premier livre électronique européen. C'était comme un iPad, sauf que ça pesait 1 kilo, ça avait 4 heures d'autonomie, mais ça marchait, ça marchait. Voilà, donc ça m'a occupé. Et il y a 4 ans, voilà, j'ai décidé de me concentrer, de changer de domaine et de me concentrer sur les technologies du cloud. Voilà. Et j'en suis très heureux. Et dans les technologies du cloud, il y a le machine learning qui bénéficie énormément de tout ce qu'on peut faire dans le cloud. Je commence cette présentation avec cette citation. Donc, toute technologie suffisamment avancée peut ne pas être distinguée de la magie. Donc, c'est une citation d'Arthur C. Clarke, qui est un grand auteur de science-fiction. En fait, ça illustre assez bien le domaine dont je vais vous parler. Je ne suis pas un expert de machine learning, pourtant je vais pouvoir en parler, parce qu'en fait, je côtoie des solutions de machine learning depuis des années maintenant. Et ce qui est assez amusant et intéressant, c'est que à chaque fois que je vois quelque chose de nouveau, je suis toujours bluffé. Ça ressemble toujours un peu à de la magie. Et pourtant, je suis un développeur expérimenté. J'ai 47 ans. Et ce qui est génial avec le machine learning, c'est que voilà, vous ressentez toujours quelque chose de magique dès qu'il y a des avancées, dès que quelque chose de nouveau est développé. Alors, je vais vous donner ma définition pour commencer. Au fait, la présentation est en ligne, donc je vous donnerai le lien à la fin. Vous aurez toutes les slides. On fera une petite démo aussi ensemble avec vos téléphones ou vos laptops si vous avez une webcam au milieu. Donc, ma définition de machine learning, moi, c'est la façon dont je l'ai vécu ces 4 dernières années. En entrée, il y a des données. Voilà, j'ai des données de toutes sortes. Et le machine learning est capable d'extraire de l'information de ces données. Voilà. Ça, c'est ma définition propre. Elle est fausse. Je vous la donne quand même, mais elle est fausse. En fait, le machine learning, pour de vrai, c'est un domaine de l'intelligence artificielle, un sous-domaine. Et dans ce domaine-là, il y a un domaine en particulier qui s'appelle le deep learning, donc l'apprentissage profond, qui depuis, on va dire, 10 ans, concentre toutes les avancées. Tout ce que l'on voit de bluffant en intelligence artificielle, et quand on parle de machine learning, très souvent, en fait, c'est le deep learning. Moi, je vais utiliser le terme de machine learning parce qu'il est très générique, il est plus facile à comprendre. Les experts parlent en général de deep learning.
Comment ça fonctionne? Donc, c'est un domaine qui a démarré il y a 40 ans. 40 ans, les scientifiques qui ont démarré sur ce sujet-là il y a 40 ans se sont dit on va essayer d'imiter la façon dont notre cerveau ou la façon dont on croit que notre cerveau fonctionne. Il faut savoir il y a trois de ces scientifiques qui ont eu le prix Alan Turing l'année dernière. C'est l'équivalent du prix Nobel en informatique. Donc, il a fallu attendre 40 ans pour qu'il soit récompensé, mais en fait, c'était le temps qu'il a fallu aussi pour que la théorie et la pratique se rejoignent. Comment ça fonctionne? Donc, en fait, on essaye de reproduire la façon dont notre cerveau fonctionne en utilisant beaucoup d'exemples. Si vous réfléchissez, c'est un peu aussi la façon dont on apprend quand on est enfant. Quand on est enfant, on regarde autour de nous, on voit nos parents, on voit nos amis, on voit des exemples, on apprend beaucoup grâce à des exemples. Nos professeurs nous montrent comment faire les choses, etc. Ce qui est magique avec le machine learning, c'est que sur la base d'exemples, c'est capable de construire des réseaux neuronaux. Donc, en fait, ce sont des algorithmes sous-jacents qui sont construits de façon automatique. Et grâce à ça, on arrive à résoudre des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre auparavant avec des algorithmes codés à la main. On arrive à résoudre des problèmes, on ne sait pas forcément explicitement pourquoi ça fonctionne ou ça ne nous permet pas forcément de donner une réponse explicite au problème, mais on arrive à résoudre ce problème. Donc, c'est déjà le plus intéressant. Ce qui est primordial. Pourquoi le machine learning est possible aujourd'hui? Il y a 3 grands domaines. Donc, déjà, les algorithmes. Depuis les Grecs, les Grecs ont commencé à imaginer des algorithmes, que ce soit en mathématiques ou en physique, et plus largement dans le domaine des sciences. On hérite à peu près de 2000 ans, on hérite de centaines d'années de développement scientifique. Donc ça, c'est une base sur laquelle on s'appuie et il y a des millions de scientifiques à travers le monde qui continuent de développer la science. Le big data, on va dire depuis une vingtaine d'années, on est capable de stocker des données sur des disques durs, sur des disques SSD, des disques encore plus rapides. Voilà. Donc on a aujourd'hui la capacité d'archiver, de traiter des grandes masses de données. Il manquait un dernier élément, la technologie elle-même, la puissance de calcul, les technologies du cloud. Ces 3 éléments font qu'aujourd'hui, on est capable de faire énormément de choses avec beaucoup de données et très vite. Auparavant, par exemple, ça pouvait prendre des semaines ou des mois de faire un entraînement sur un ordinateur, même sur un serveur local. Donc aujourd'hui, c'est la conjonction de ces 3 éléments qui font que le machine learning fonctionne. Pour vous donner une idée, ce sont le nombre de projets chez Google. Alors, ça commence à dater un peu. J'ai pas la courbe plus récente. Le nombre de projets chez Google qui contiennent entre 2012 et fin 2017 des projets de machine learning, des modèles de machine learning. Vous voyez que c'est une courbe exponentielle. Donc, ça montre un peu l'importance qu'on y tient chez Google. Et vous avez forcément vu certaines de ces applications, par exemple sur Gmail, quand vous tapez un mail depuis un moment maintenant, on vous suggère de terminer certaines phrases. C'est assez bluffant, ça fonctionne dans toutes les langues. Des fois, la phrase est mieux que ce que vous alliez taper, la phrase suggérée. De la même façon, sur votre smartphone, si vous avez le client Gmail, vous recevez un email, pour faire une réponse très rapide, on vous suggère 3 réponses rapides. Et si vous avez envie de faire une réponse rapide, très souvent, c'est très, très pertinent. Dans Google Photos, par exemple, Google Photos est capable de reconnaître les membres de la famille et par exemple, partager automatiquement les photos de vos enfants avec votre compagne ou compagnon. Voilà. Donc, ces modèles de machine learning, vous les voyez de plus en plus. La dernière version d'Android, par exemple, intègre même un modèle qui s'entraîne localement, qui s'entraîne en fonction de votre usage à vous de votre téléphone et qui optimise la durée de vie de la batterie. Alors, si on prend un peu de recul, si on essaie de faire un peu un tour d'horizon, si vous êtes développeur, chef de projet, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, comment on peut bénéficier du machine learning? Alors, bien sûr, je vous ai dit, depuis 40 ans, il y a des experts qui travaillent dans le domaine. Vous pouvez toujours être un expert, mais comme moi, j'ai été expert du domaine du livre électronique, sachez que si vous commencez à mettre le doigt dedans, peut-être ça va vous occuper 5 ans, 10 ans, 20 ans,
40 ans de votre vie, parce que c'est un domaine qui est passionnant, mais il faut avoir un certain investissement. Donc, si vous voulez, si vous êtes ou si vous voulez devenir un expert du machine learning, vous allez gérer des réseaux neuronaux, et puis plus ou moins vous spécialiser aussi dans certains domaines. C'est un domaine qui est extrêmement vaste, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont couvertes. De l'autre côté, si vous avez des compétences de développeur, en fait, vous n'avez pas besoin d'expertise. Vous pouvez utiliser des API, ce sont des modèles qui ont été pré-entraînés, et vous pouvez utiliser ces modèles directement dans votre application. Et entre les deux, il y a un nouveau domaine qui est apparu il y a quelques années, ce sont les techniques AutoML. Grâce à AutoML, vous pouvez concevoir, personnaliser un modèle selon vos propres besoins. Et donc, ce que je vous propose dans cette session ce soir, c'est de voir ces petites briques, donc j'ai représenté ça avec des briques de Lego, de voir comment vous pouvez utiliser ces briques de base dans vos solutions. Et puis, au passage, je vais vous montrer beaucoup d'exemples, donc j'espère que, essentiellement des exemples, j'espère que ça vous donnera des idées, en tout cas, c'est mon objectif. OK. Donc, on va essayer de faire un petit tour d'horizon dans le temps qui nous reste de tout ça. Alors, d'abord, commençons avec les API de machine learning. Donc, si vous vous souvenez de ma propre définition du machine learning, vous avez des données en entrée. Ces données, ça peut être du texte, des images, de la vidéo ou de la voix. Les API que je vous présente, ce sont celles de Google. La plupart des providers de techno-cloud ont des solutions plus ou moins équivalentes, en général un peu moins exhaustives. Mais ce que je vais vous montrer, illustré avec les techno Google, ce sont les grands principes, tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec des modèles de machine learning. Et en sortie, comme je vous ai dit, vous obtenez de l'information. Vous pouvez comprendre ce que vous avez dans votre texte, vos images, votre vidéo. Et puis parfois, en fait, l'information, en fait, c'est vos données d'entrée que vous voulez transformer sous une autre forme, et c'est ça qui va représenter votre information. Ok. Alors, je commence avec le modèle Vision, l'API Vision, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui, moi, m'a le plus bluffé. Quand j'étais étudiant, donc dans la fin des années 90, quand j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, donc en 96, par exemple, ce qu'on essayait de faire, c'était de comprendre ce qu'il y avait dans des images. Et pour ça, la technique, donc c'était de l'algorithmique pure et dure, en comparant les pixels, en appliquant des filtres graphiques. La technique à l'époque, c'était d'essayer de trouver les contours de ce qu'il y avait, des objets qu'il y avait dans l'image, et à partir de ces contours, essayer de deviner les objets qu'il y avait dans l'image. Il faut savoir qu'on pouvait travailler des semaines ou des mois sur un tel projet, qu'on arrivait sur les images d'essai, on arrivait finalement à comprendre certaines choses, et dès qu'on présentait des nouvelles images, c'était la catastrophe, ça ne marchait plus. C'était un modèle qui n'était pas capable, des algorithmes qui n'étaient pas capables de s'adapter à la diversité de tout ce qu'on peut avoir dans la vraie vie. Le machine learning résout ces problèmes. Alors, je vais vous montrer des exemples. Alors, tout d'abord, si vous présentez une image, ça c'est une image qui vient de Nouvelle-Zélande. C'est le lieu où le Seigneur des Anneaux est du. Si vous présentez une image au modèle, une image qui n'a pas forcément, qu'il n'a jamais vue, par exemple, il est capable de vous la décrire. Donc là, par exemple, sur cette image, le modèle Vision me dit que ça parle de nature, de fleurs, de jardin. Il y a des plantes botaniques, etc. Donc tout ça, c'est correct. Là, vous voyez, ça c'est le flux. Si par exemple vous faites une requête depuis Node ou depuis un navigateur, ça c'est le flux JSON que vous allez recevoir. Il y a différentes façons de recevoir un résultat. Et là, c'est pour illustrer un peu pour bien voir ce que vous pouvez recevoir. Donc, par exemple, nature, je vais avoir un identifiant et un score de confiance qui est là de 95%. Bon, voilà. Donc ça, c'est très, très générique, mais ça peut vous permettre déjà de comprendre ce qu'il y a de façon globale dans une image. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris cette même image, mais je l'ai inversée. J'ai changé les couleurs, j'ai zoomé dedans. Donc, c'est une image qui n'a rien à voir, enfin, qui est très différente. En tout cas, il n'y a aucun pixel en commun avec l'image précédente. Et par rapport aux images qui existent sur le web, le modèle Vision est capable de trouver des ressemblances et de me dire que probablement cette image vient de tel endroit en Nouvelle-Zélande, et effectivement, c'est bien l'endroit où l'image a été prise, Hobbiton. Voilà. Donc, encore une fois,
avec des algorithmes faits à la main, saurait trouver ses limites très très vite. Là, il est capable de retrouver des patterns entre les images et finalement de trouver qu'il y a un match entre la vraie image qui est sur le web et l'image que moi j'ai trafiquée. OK. Encore plus précisément, donc là c'est une image du casting qui devait être un restaurant. Les modèles vision arrivent à trouver précisément des objets au sein d'une image. Et donc là, par exemple, il est capable de me dire qu'il y a des personnes. Voilà, donc là, à 87%, il me dit que là, il y a très très probablement une personne, ce qui est correct, etc. Il est même capable de me dire que là, il y a des pantalons où voilà, il est capable de décerner, de donner la localisation même des vêtements, les hauts et les pantalons. Et même là, une personne dans le fond ou ici un lustre, un lustre au plafond. Ouais, toujours le même principe, vous obtenez un score de confiance, un identifiant, ici je sais que c'est, et une classe, ici je sais que ce sont des personnes. Donc ça peut vous permettre de localiser au sein d'une photo des éléments précis. Encore plus précisément, s'il y a des visages, eh bien, il est capable de les détecter. Alors là, c'est pas un vrai visage, c'est un visage qui est un rendu 3D, mais il arrive quand même à le reconnaître. Bon, ça ressemble quand même pas mal à un visage. Il n'est pas humain, mais ça ressemble à un visage. Il est capable de me dire, voilà, dans ce grand rectangle, il y a un visage. Plus précisément, voilà le cadre plus précis où est le visage. Et il est capable aussi de me donner la localisation des yeux, du nez, des oreilles, de la bouche, etc. Encore une fois, il est aussi capable de me décrire les émotions qui sont reconnues. Donc là, il y a 4 émotions génériques, la joie, la tristesse, la colère et la surprise. Et là, ce que ça me dit, c'est que probablement ce visage est en colère. Et c'est vrai, c'est Gollum, et Gollum, il est tout le temps en colère. Donc j'ai la position des différents éléments, la position de la tête en 3D, la façon dont elle est inclinée. Et même des éléments, savoir si la photo est peut-être un peu floue, le visage est un peu flou ou pas, s'il est sous-exposé, et même s'il porte quelque chose comme une casquette ou un chapeau. Ok. Un autre grand problème qui a été totalement résolu grâce au machine learning, c'est la détection de texte, donc ce qu'on appelle OCR, Optical Character Recognition, donc la détection et la transcription finalement de texte sur une image en texte réel. Il y a plein de sociétés qui se sont penchées sur le domaine, il y a plein de solutions qui marchaient plutôt pas mal, mais le machine learning a permis d'aller un cran au-dessus et ça nous permet aujourd'hui d'avoir des reconnaissances quasiment à 100%. Donc ça, c'est une copie d'écran d'une fiche sur Tolkien et le modèle vision est capable parfaitement de me dire les grandes zones, on va dire les chapitres, les grandes zones qui comportent du texte. Au sein de ces zones, les phrases ou les lignes qui comportent du texte. Ça marche aussi sur du texte chinois en vertical, bien sûr. Au sein de ces lignes, les différents mots et au sein de chaque mot, les différents symboles. Donc là, la réponse qui est fournie, vous voyez, dans le flux JSON, elle est directement exploitable et il n'y a aucune erreur. Alors, j'essaie toujours, ce qui est intéressant, c'est de connaître les limites de ces modèles. Donc là, si j'applique un effet de perspective à l'image, bah, ça bluffe pas le modèle, il arrive toujours à reconnaître exactement les mêmes phrases. Voilà. Donc ça, c'est un problème qui est totalement résolu. Un cran au-dessus, la reconnaissance d'écriture manuscrite. Alors ça, c'est un problème qui est beaucoup plus compliqué et il est quasiment résolu aussi. Ça fonctionne déjà depuis, on va dire, 2 ans, très très bien. Ça, c'est un manuscrit de Tolkien, sa fameuse tirade sur Le Seigneur des Anneaux. Là, vous voyez, peut-être, petite erreur, il n'est pas capable de reconnaître que ça, c'est un bloc entier. Il est quand même capable de me reconnaître les différents mots. Et je crois qu'il fait juste 2 petites erreurs. Là, il me met un apostrophe alors qu'il n'y en a pas. Et in the shadows, il me détecte un V au lieu d'un W. Mais c'est un problème extrêmement plus compliqué que le problème précédent. Voilà. Donc la limite, par exemple, quelle serait la limite? Une prescription d'un docteur. Je sais pas vos docteurs, mais nous, les docteurs, ils écrivent comme des cochons en France. Bon, maintenant, ils sont des prescriptions faites sur ordinateur, mais ceux qui écrivent encore à la main, même parfois, ils n'arrivent pas à se relire. Voilà, on va dire la limite, en fait, un modèle machine learning, il est capable de reconnaître ou de détecter ce qu'un être humain est capable de détecter. Si un être humain n'est pas capable, aujourd'hui, c'est la limite aussi d'un modèle de machine learning. D'où l'exemple d'un docteur qui écrirait une prescription très, 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 très sale.
Autre exemple, si vous avez des entités célèbres dans l'image, eh bien, il est capable un modèle vision va être capable de le reconnaître. Alors ça, c'est une image très rare qui a été utilisée une seule fois, que j'avais jamais vue. Je l'ai récupérée sur le web, je l'ai modifiée encore une fois, j'ai zoomé dedans, je l'ai recadré, j'ai changé les couleurs, il n'y a rien en commun. Et le modèle vision est quand même capable de me dire que probablement cette image parle de J.R.R. Tolkien, ce qui est vrai, et me donne un lien avec une image qui ressemble. Et c'est vraiment l'image qui a été utilisée une fois dans cet article espagnol. Ce qui est très sympathique également, donc vous voyez là, il me donne le label J.R.R. Tolkien, mais il me donne un identifiant. Ça, c'est l'identifiant unique qui correspond à J.R.R. Tolkien. Si dans cet article, on parlait aussi, il y avait une photo du fils de Tolkien, on pourrait avoir le même label pour les deux, Tolkien et le père et Tolkien le fils. Mais en fait, là, je vais avoir un identifiant unique. Vous savez, depuis 20 ans, Google browse le web en permanence. Et il y a des équipes chez Google qui ont construit un arbre de connaissances, une base de connaissances, parce qu'en fait, pour pouvoir donner des résultats pertinents quand on fait une recherche sur le web, ces équipes-là ont eu besoin d'être capables d'identifier clairement des entités. Et bien ça, c'est l'identifiant de l'entité Tolkien, le père, dans l'arbre de connaissances, dans la base de connaissances Google. Et donc, bien sûr, après, vous avez des classements. Et les résultats sont vraiment très, très bons. Ça vous permet parfois de trouver des plagiats. Si vous voulez savoir qui a utilisé votre image ou qui a dérivé votre image, donc ça, c'est intégré à Google Search aujourd'hui. Vous pouvez tout à fait, dans Google Search, dans la partie image, faire un drag and drop d'une image à vous et vous verrez, ou une image que vous avez récupérée, vous ne savez pas d'où elle vient, ça vous aidera très probablement à retrouver la source unique ou la source principale de cette image. Voilà. Vous pouvez faire énormément de choses donc avec un modèle, avec l'API Vision, et vous pouvez l'utiliser avec des librairies clientes qui sont open source. Donc là, moi, c'est un exemple. Moi, je me suis mis au Python depuis 3 ans. Ça, c'est un exemple en Python. C'est le nombre de lignes qui est nécessaire ici, par exemple, pour faire une détection de visage. Uniquement ces nombres de lignes-là. Le principe est toujours le même. Vous utilisez la librairie cliente. Donc là, il y a probablement votre langage préféré. Si vous voulez le faire dans un back-end web, vous pouvez le faire en Node.js, mais bon, tout est possible. Donc, vous avez besoin de créer un client. Vous créez une image. Vous avez besoin de donner la source, donc là, voilà l'image, et vous appelez la fonctionnalité qui vous intéresse ici, face detection, et vous avez, en moins d'une seconde, vous avez les résultats, et vous pouvez exploiter les résultats immédiatement. Donc ça, c'est un petit échantillon de code. On fera une démo un peu plus tard, tout à l'heure, tous ensemble, et on utilisera typiquement cet échantillon de code. OK. Maintenant, même chose pour la vidéo. En fait, la vidéo, c'est une extrapolation des images avec une dimension additionnelle, la dimension temporelle. Une vidéo, c'est un ensemble d'images à travers le temps. Donc, vous pouvez extrapoler tout ce que vous avez vu sur le modèle Vision, mais avec le temps en plus, ça signifie que vous pouvez aussi détecter des séquences. Quelles sont les séquences qui composent ma vidéo? Vous pouvez détecter le type de vidéo si vous voulez par exemple, exclure les vidéos qui ne seraient pas montrées, des vidéos violentes ou des vidéos adultes. Vous pouvez automatiquement reconnaître la voix qui est dans les vidéos, etc., etc. Si vous êtes capable de comprendre ce qu'il y a dans une image ou dans une vidéo, ça signifie que vous êtes capable d'indexer totalement un corpus de vidéos, par exemple. Voilà. Donc, ça signifie, dans cet exemple-là, qui a été passé à la moulinette de l'API Video Intelligence, ça signifie que vous pouvez obtenir des labels. Et par exemple, ici, vous savez que à cet endroit dans la vidéo, vous avez un ours polaire de tel timestamp à tel timestamp. C'est correct. Et donc là, ça vous permet d'indexer totalement un corpus de vidéos. Encore une fois, c'est très simple à utiliser. Donc, j'ai écrit aussi des articles et des tutos. Donc ça, c'est l'URL d'un tutoriel que j'ai écrit qui vous permet de comprendre ce qu'il y a dans une vidéo et même d'extraire les séquences avec les différents objets dans une vidéo. Si vous êtes capable de comprendre les objets, vous êtes aussi capable de les suivre. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai extrait le passage d'une vidéo qui comporte une chenille qui est en train de bouger. Et je sais exactement où se situe la chenille. Toujours le même principe.
vous créez un client pour le modèle de machine learning, vous indiquez la fonctionnalité qui vous intéresse. Donc là, par exemple, j'ai envie de tracer les objets, donc object tracking. Vous pouvez dire de quel endroit à quel endroit dans la vidéo, du début à la fin ou seulement sur certains segments pour aller plus vite. Vous appelez annotate vidéo. Alors là, ça prend un peu plus d'une seconde, ça dépend de la longueur de votre vidéo, mais grossièrement, ça prend la moitié du temps de votre vidéo, ça peut même aller plus vite. Et vous avez le résultat que vous pouvez exploiter directement dans votre solution et pour la rendre plus intelligente. OK. Maintenant, on va passer au texte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le texte? Alors, ce sont les problèmes que les experts ont cherché à résoudre en premier, parce qu'en fait, le texte, c'est ce qu'on manipule naturellement sur un ordinateur et quand on développe. Alors, c'est un grand champ qui s'appelle NLP, Natural Language Processing. Le NLP, il y a des sociétés spécialisées qui ont été créées sur le domaine. Et encore une fois, c'est le machine learning qui a permis d'aller à l'étape au-dessus et de vraiment comprendre et de vraiment résoudre, être capable de comprendre ce qu'il y a dans du texte. Donc, si vous donnez une phrase, un chapitre ou même un livre entier ou des corpus de texte entiers à un modèle NLP, donc Natural Language API par exemple, il est capable de comprendre la syntaxe du texte. Donc d'abord, il va vous dire sur cette phrase-là que c'est un texte en anglais et il va vous donner la syntaxe, la nature, le type de chaque élément et la relation entre eux. Donc là, par exemple, Tolkien est un nom, was est un verbe, et encore mieux, le lemme to be. Donc ça marche en français, bien sûr. J'ai pas pu tout retraduire tous mes exemples, mais ça marche dans des dizaines de langues. Et donc là, vous pouvez comprendre exactement comment votre texte est structuré. De la même façon, comme pour les images, vous pouvez comprendre quelles sont les entités dans votre texte. Et là, dans ce bloc de texte-là, j'ai 3 types d'entités. J'ai des personnes, donc par exemple, Tolkien est une personne. Et au passage, vous remarquerez, et là, ça m'a bluffé, vous remarquerez que j'ai un identifiant. Et c'est exactement le même identifiant qu'auparavant, quand j'avais donné un modèle vision, j'avais donné au modèle vision une photo de Tolkien. Donc, vous m'entendez toujours? Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de présenter. Oui, on t'entend, on te reçoit. C'est bon? Et la présentation est toujours visible? Super, super. OK. Voilà, donc là, ce que je disais, chose qui m'a bluffé, l'identifiant ici dans le texte, on me dit que Tolkien, le père Tolkien, ben, finalement, c'est le même identifiant que dans la photo auparavant. Oups. Alors. Voilà. Donc, de la même façon, British est mappé sur, il est identifié comme appartenant à la localisation du Royaume-Uni. Et les 3 ouvrages à la fin sont reconnus comme des œuvres d'art, et c'est vrai, et chacun a son identifiant de la même façon. Donc, le Hobbit, le Seigneur des Anneaux et le Silmarillion. De la même façon, vous pouvez demander à classifier le texte. Vous voyez toujours ma présentation? Je ne la vois plus sur Meet. Oui, super. Oui? On la voit, il n'y a pas de souci. OK. Alors, donc, vous pouvez demander à classifier le texte. Et donc, si je reprends ce même bloc de texte, le modèle NLP va me dire qu'à 97%, il pense que ça devrait être classé sous livre et littérature, et c'est parfait, c'est exactement la bonne réponse. Typiquement, par exemple, le New York Times utilise cette API pour classer leurs archives automatiquement. Et ils ont des millions d'archives depuis, je pense que ça fait plus de 100 ans qu'ils existent. Et encore une fois, comme pour les images, un modèle NLP de machine learning est capable normalement de reconnaître des émotions. Donc, de reconnaître si on parle positivement ou négativement au sein du texte et à différents niveaux. Donc, pour illustrer ça, j'ai pris 2 critiques du Hobbit, une du New York Times, donc de 1938, quand le livre est sorti, elle était très très positive, et j'en ai pris une négative d'un réseau social de Goodreads. Pauline n'a pas du tout aimé le livre. Et donc, ce que j'obtiens, au niveau des textes ou au niveau des phrases, je peux choisir le différent niveau. Donc là, je vous montre au niveau des phrases. J'obtiens un score entre -1 et +1, et ça fonctionne vraiment bien. C'est-à-dire, ces 3 phrases viennent de la critique de Pauline, qui n'a pas aimé le livre, et ces 3 phrases
très positifs viennent de la critique du New York Times. Et bien sûr, là, je vous ai un peu élagué les réponses. La majorité des phrases, en général, sont plutôt neutres. Donc, vous allez avoir des scores entre moins 0,4 et plus 0,4 pour les phrases neutres. Certaines sociétés utilisent ça pour analyser les tweets ou analyser Facebook, tous les textes qui sont présents sur les réseaux sociaux ou dans les emails qu'ils reçoivent pour savoir comment on parle de leurs produits. Et typiquement, si on parle négativement de votre société ou de vos produits, bah peut-être qu'il y a des actions de communication ou peut-être qu'il faut revenir en urgence vers un utilisateur qui vous a envoyé un email incendiaire. Voilà, ça permet, sans augmenter votre service technique, votre SAV, ça permet d'être plus efficace et de traiter en urgence les choses les plus importantes. Puis ça permet aussi de faire des statistiques, savoir que globalement, on parle de plus en plus positivement de vous, ou tiens, on vient de sortir une mise à jour, il y a un problème, bah ouais, les gens parlent négativement, ça vient de la mise à jour. Ok. Encore une fois, pour l'utiliser dans une librairie cliente, il faut très peu de lignes, vous créez un client, vous fournissez vos données d'entrée, donc là un document textuel, ça marche avec du HTML aussi, et vous appelez par exemple Analyze Sentiment, et vous allez avoir, ce que je vous ai montré juste avant, le détail des différentes phrases ou des différents paragraphes ou au niveau du texte entier pour savoir si c'est positif, plus ou moins positif ou négatif. Vous obtenez le score et la magnitude. Voilà. Encore une fois, toujours sur le texte, quelque chose que j'en mettrai ma main à couper, vous avez tous utilisé au moins une fois, c'est la traduction Google Translate. Encore une fois, c'est grâce au machine learning qu'on est passé à l'étape suivante. Et moi, je peux vous parler de quelque chose en dehors de Google. En 2016, je ne travaillais pas chez Google, mais j'utilisais déjà Google Translate pour faire des traductions. Je travaillais avec l'Asie, donc je traduisais par exemple du japonais ou du chinois vers l'anglais ou vers le français. Avant 2016, bon, ça marchait, ça permettait d'avoir une bonne idée de ce dont ça parlait. Mais on voyait les limites quand même. C'était, on va dire bien, mais c'était pas très bien. En 2016, c'est passé un truc. Bon, j'ai juste remarqué du jour au lendemain, et le résultat était très bon. Tant mieux, j'en ai profité, et tout le monde en profite. Et vous les premiers, par exemple, si vous êtes dans Chrome, vous êtes sur un site étranger, vous pouvez avoir une traduction live en direct de la page HTML. Et donc en fait, tout ça, c'est grâce à Google Translate et à l'API de traduction. Et ce qui s'est passé en 2016, c'est que les équipes de Google sont passées d'un modèle qui était statistique, donc des algorithmes qui avaient été faits à la main et un modèle qui avait été construit statistiquement, à un modèle purement de machine learning. Et là, le saut, même moi, en tant qu'utilisateur lambda, j'ai vu le saut qualitatif immédiatement. C'était flagrant. Voilà, donc ça, c'est extrêmement sympathique. Ça marche depuis plus d'une centaine de langues vers plus d'une centaine de langues, donc il y a des milliers de combinaisons possibles. Et aussi, ce qui est intéressant avec le machine learning, c'est que ça apprend en permanence, puisqu'il suffit de fournir des exemples. Donc, plus vous fournissez d'exemples, et plus la qualité va augmenter, et bien sûr, la façon dont le modèle est créé aussi. Et on s'approche de plus en plus. Alors, bien sûr, les humains savent toujours faire des meilleures traductions, des traductions plus agréables, plus pointues, etc. Mais ce qui est bluffant, c'est qu'avec un modèle de traduction en machine learning, on s'approche petit à petit de la qualité des traductions professionnelles. Et il y a plein d'options. Vous pouvez personnaliser ça pour par exemple, un domaine, je ne sais pas, vous travaillez dans un hôpital, vous allez avoir des termes médicaux très précis. Vous pouvez fournir un lexique pour que la traduction fonctionne un peu mieux. Là, dans mon exemple de code, j'ai plus de commentaires que de code. En fait, je n'ai besoin que de créer un client et d'appeler Translate en disant ma langue cible. Par exemple, je veux traduire du français vers l'anglais et j'ai le résultat immédiat. OK. Donc, on a vu les images, la vidéo, le texte. Maintenant, la voix dans les deux sens. Donc, le speech to text tout d'abord, c'est-à-dire vous parlez et votre voix est reconnue et retranscrite en texte. Ça marche depuis plus de 120 langues aujourd'hui et ça ne cesse d'augmenter. Le nombre de langues ne cesse d'augmenter. Ce qui est bluffant aussi, qui est très compliqué, c'est que ça fonctionne en temps réel. Et comme le machine learning apprend à partir d'exemples, on fournit bien sûr des exemples de la vie réelle. Et donc, par exemple, si vous fournissez un exemple alors que vous êtes en train de parler à votre assistant
et qu'il y a du bruit ambiant, il y a du bruit dans la rue, il y a éventuellement plusieurs personnes, le modèle de machine learning finalement extrait les patterns et il est capable finalement, il devient robuste au bruit. Il est résistant au bruit naturel. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que ça marche dans des environnements naturels, ça marche de façon très naturelle. Et c'est la base des assistants. Je ne sais pas si vous avez des assistants physiques, peu importe la marque, vous pouvez parler à un assistant, mais même au sein des téléphones, désormais, depuis quelques années, vous pouvez parler à votre téléphone, il vous comprend, il retranscrit votre voix en texte. Le texte, par la suite, peut être analysé grâce au modèle qu'on a vu juste avant. On peut comprendre finalement ce que vous avez dit en transformant votre voix en texte et en analysant le texte grâce au modèle de machine learning. Si vous êtes capable de comprendre ce qu'il y a dans des flux audio, vous êtes encore une fois capable de les indexer. Et si je fournissais un flux audio et l'ODFS, etc., je peux avoir le timestamp exact des différents mots dans mon flux. Et ça veut dire que je peux aussi faire une recherche dans un corpus, je ne sais pas, l'INA, que ce soit des vidéos ou juste des flux voix. Je peux faire des recherches et retrouver ce qui a été dit à des instants précis. Ça, c'est un tuto que j'ai écrit. Vous voyez le nombre de leads. Donc, j'ai enregistré le corbeau et le renard en français. Je crée un client. J'appelle Recognize sur... pardon, ça, c'est juste les deux lignes qui sont nécessaires hein, pour faire appel à la transcription de voix en texte. Les paramètres sont là. Je dis que mon texte en entrée, ça c'est pour l'aider à ce qu'il fonctionne un peu mieux ou qu'il aille plus vite. Mon texte en entrée est en français. Le texte, la transcription peut rajouter de la ponctuation. Ça aussi. Avant, on avait juste les mots les uns après les autres. Le fait d'avoir la ponctuation, ça change tout. Ce sont des phrases qui deviennent intelligibles. Et puis aussi, ça permet d'avoir le timestamp des différents mots dans le flux audio. Là, je donne la source de mon fichier FLAC, par exemple. Donc, c'est là où j'ai prononcé le corbeau et le renard. Et j'ai juste à appeler Recognize. Et très rapidement, voilà, j'ai la retranscription de mettre le corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bac un fromage. Et avec le taux de confiance de 93%. Voilà, et je l'ai prononcé sur un petit micro. C'était même pas sur celui-là. Je crois que je l'ai fait sur mon téléphone. Et enfin, dernière API de machine learning, l'opposé. Vous fournissez du texte et vous pouvez avoir la retranscription audio du texte. Ça, c'est un problème. Moi, je vous ai parlé du premier livre électronique qu'on avait développé en 2000. J'avais déjà essayé d'intégrer cette fonctionnalité-là en 2000. Ça marchait, j'avais passé 3 semaines dessus. J'avais intégré un modèle de synthèse vocale. Les gens pouvaient appuyer sur n'importe quelle page sur le mode lecture et on leur lisait, le livre électronique lisait à voix haute l'ouvrage. J'étais très très fier et en fait, personne n'a utilisé cette fonctionnalité. C'était insupportable. Il y a 20 ans, c'était un robot qui vous lisait l'ouvrage. Alice au pays des merveilles, c'était vraiment insupportable. Aujourd'hui, grâce au machine learning, vous avez des choses qui sont extrêmement naturelles. Alors, chez Google, ça s'appelle WaveNet. Si vous avez écouté l'assistant Google, c'est une voix WaveNet qui vous parle. Et il y a un papier de recherche si vous voulez en savoir un peu plus. Et donc, ça, c'est un exemple de réseau neuronal. Le deuxième challenge qui a été remporté haut la main par DeepMind, c'est qu'ils ont réussi à faire que ce soit mieux que du temps réel. En 1 seconde, vous pouvez générer 20 secondes de flux audio. Alors, donc, c'est encore mieux que du temps réel. DeepMind, si vous ne les connaissez pas, vous avez forcément entendu parler d'eux indirectement. Il y a quelques années, ils ont battu le champion du monde du jeu de Go, qui est encore un niveau au-dessus des jeux d'échecs. L'année dernière, ils ont commencé à battre des joueurs de jeux vidéo sur StarCraft. Donc là où DeepMind sont très très forts, c'est qu'en partant de zéro, ils arrivent à créer sur un domaine très précis un modèle de machine learning qui va battre des êtres humains ou apprendre aussi bien. Voilà. Je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, donc là, j'ouvre un navigateur. Je vais aller sur la page de recherche. OK. Et je vais parler, en français. Je vais parler en français avec un accent anglais.
Quelle est la température à Paris? Alors, donc, vous voyez, c'est intégré à la recherche sur Chrome. C'est véritablement le modèle de machine learning, l'API de machine learning, speech to text. Donc, je parle en temps réel. Je parle en temps réel et vous avez vu normalement que chaque mot, en temps réel, au fur et à mesure, les mots étaient donnés. Donc, ça vous permet éventuellement de faire du prefetch et de lancer un pré-calcul pour anticiper la réponse finale. Mais bien sûr, quand la phrase est terminée, vous avez la meilleure réponse possible. Et donc ça, c'est vraiment à la base des assistants aujourd'hui. C'est grâce à ça qu'on a des assistants qui fonctionnent extrêmement bien. Je vais accélérer pour passer à la suite, mais l'inverse fonctionne. Si je parle en anglais avec l'accent français, il arrive à me comprendre. Donc ça veut dire qu'il a vraiment extrait la moelle. Il arrive vraiment à comprendre l'essence de ce qu'il y a dans une voix pour comprendre les différents mots. Les différents. Auparavant, les sociétés spécialisées travaillaient sur des phonèmes ou des demi-phonèmes. Manuellement, c'était très compliqué. Et encore une fois, ça avait des limites assez vite. Si on parlait avec un accent, ça marchait pas du tout, par exemple. Voilà. Donc, exemple, ça aussi, c'est un tuto, si ça vous intéresse de l'essayer. C'est un CodeLab. Donc, vous voyez ma petite fonction. Je donne les paramètres sur la synthèse vocale. Je dis que je veux sortir un fichier Wave. Et juste avec ces 3 lignes-là et ces quelques lignes en plus, je peux obtenir, ça marche en français aussi, des phrases très très naturelles qui sont prononcées avec l'accent australien, l'accent britannique, l'accent indien. C'est que l'anglais est beaucoup parlé en Inde, donc il y a un accent anglais indien aussi. Ça marche avec le français, le canadien. Je crois pas qu'il y ait le belge. J'ai pas revérifié récemment. Voilà. Donc si vous voulez essayer, il y a un CodeLab en ligne. Donc, on a vu ce qu'on pouvait faire avec des modèles pré-entraînés. Dans certains cas, vous allez atteindre les limites. Dans certains cas, vous allez vouloir faire des choses un peu plus précises. Et là, AutoML va être la solution pour vous. Alors, je vais vous illustrer un exemple pour montrer l'intérêt d'AutoML. Donc, si je prends ces 2 images et que je les donne à la première API qu'on a vue, l'API Vision, je vais avoir quasiment les mêmes résultats. On va me dire que ça parle de nuages, de ciel, parce qu'en fait, ces images, de façon générique, elles représentent des nuages dans un ciel. Ok. Mais si j'ai envie de faire une application qui va faire des prévisions météo et j'ai une expertise, je sais que grâce à la forme des nuages, je peux prédire certaines choses. Donc, par exemple, j'ai envie de savoir que dans la photo du haut, j'ai un cirrus et que dans la photo du bas, j'ai un altocumulus. Là, je suis coincé avec le modèle générique parce qu'il n'est pas assez précis pour moi. Il va me donner des informations très pertinentes. Je sais que dans la photo, j'ai des nuages, mais c'est insuffisant. Et bien là, grâce à AutoML, je vais pouvoir aller une étape, un cran au-dessus, grâce à AutoML. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai besoin de travailler un petit peu plus que pour les API avant. J'ai besoin de créer un dataset. J'ai besoin de créer un jeu de données. J'ai besoin de fournir des exemples personnalisés. Et donc là, typiquement, je vais créer un dataset sur cet exemple-là avec des nuages, des photos de nuages. Je vais dire que chaque nuage correspond à un cirrus ou à un cumulus ou autre chose. Et je vais pouvoir lancer, sans rien y connaître, un entraînement grâce à AutoML. Par exemple, je vais lancer un entraînement d'1 heure et je vais obtenir un certain résultat. Je vais me rendre compte, toute la richesse, là, elle est dans les données. Vos données, vos propres données, vos données business. Voilà, donc quelques itérations par expérience, et puis après vous lancez un entraînement un peu plus long, de quelques heures par exemple, et vous avez un modèle personnalisé qui vous est propre, privé, que vous pouvez déployer exactement comme les API auparavant, vous pouvez déployer pour vos besoins à vous en tant qu'API, mais vous pouvez aussi construire un modèle Edge. Donc un modèle Edge, c'est un entraînement particulier, un peu plus léger, le modèle va être un peu plus petit, peut-être un peu moins qualitatif, mais vous allez pouvoir exporter ce modèle pour le faire tourner dans un container. Vous allez pouvoir le faire tourner offline, par exemple, sur une ligne de production, là où vous n'avez pas de réseau. Vous allez pouvoir l'exporter, le faire tourner dans une application iOS ou Android. Et vous allez même pouvoir, ça je l'ai fait récemment, faire exporter un modèle TensorFlow.js et faire tourner un modèle que vous avez créé dans un navigateur. Voilà. Donc là, vous êtes libre d'imaginer et ça ouvre des portes, un grand nombre de portes et de possibilités. Voilà l'interface AutoML. Donc là, c'est une de mes collègues qui a créé ce jeu de données. Les modèles génériques ont été entraînés sur
des dizaines de milliers, des centaines de milliers et parfois même des millions d'échantillons. Le modèle Vision, il a été entraîné sur des millions d'images. Vous n'avez pas des millions d'images. Ce qui est intéressant avec AutoML aussi, c'est que ça fonctionne avec un faible nombre d'échantillons. Alors, idéalement, ce serait bien d'avoir 1000 images par label, mais en fait, à partir de 100 et 200 images, ça commence à fonctionner très, 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 très bien. Et c'est peut-être même suffisant. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a eu 200 altocumulus qui ont été labellisés. On a pris 200 images, on dit, ah oui, on les a classifiées. Une fois que ça a été fait, ben en fait, ma collègue, alors là, c'est moi qui ai repris son dataset qui est lancé, j'ai fait un entraînement d'1 heure et j'ai obtenu un premier résultat. Je me suis rendu compte qu'il y avait 2-3 erreurs de classification dans les images, j'ai corrigé et j'ai lancé un entraînement plus long. Donc, non seulement mon modèle était meilleur, mais parce qu'il a été plus long, j'ai atteint une précision de 90%. Ouais. Et donc là, c'est avec un entraînement de 3 heures. Une fois que vous avez fait l'entraînement, surtout sur la partie vision, vous avez des outils, dont un qui s'appelle la matrice de confusion, pour avoir une idée de la qualité de votre modèle. Est-ce qu'il fonctionne bien ou pas? Donc là, typiquement, vous voyez que le modèle est très très bon pour reconnaître les cumulonimbus, les cumulus, les cirrus, mais il est mauvais pour reconnaître les altocumulus. Presque une fois sur deux, il va reconnaître autre chose. Donc ça veut dire que j'ai un souci. Soit je n'ai pas assez d'images dans mon jeu de données, soit mes images sont de mauvaise qualité, ou soit elles se ressemblent toutes. Voilà. Et là, typiquement, c'est un peu le problème qu'il y a. Je n'ai pas assez d'images et elles sont très similaires, les images d'Altocumulus. Rien que grâce à ça, je sais que je suis déjà très bon à reconnaître les 4 autres types du nuage. Et celui-là, il faut que j'améliore mon jeu de données. Une fois que vous avez ça, vous pouvez déployer votre modèle ou l'exporter. Et là, le modèle est déployé. Ça, c'est une image à moi, qui était sur mon téléphone, donc que personne n'a jamais vu. C'est une image que j'ai prise en Pologne. Et quand je donne cette image à l'API, à mon modèle AutoML, il me dit qu'il y a un cumulus dans cette image et c'est correct. Voilà. Alors, je vous ai donné un exemple sur AutoML Vision, mais en fait, ça marche sur des images, sur des vidéos, sur du texte et même des données structurées. Donc, AutoML se généralise et vous pouvez faire de la classification personnalisée, donc c'est ce qu'on vient de faire avec les images, de la détection d'objets personnalisés, donc repérer exactement des objets dans des images. Même chose pour des vidéos, il y a plein de fonctionnalités supplémentaires qui se rajoutent. Vous pouvez faire de la classification, de la reconnaissance d'entités dans du texte, et même de la traduction personnalisée. Et même chose, si vous faire des prédictions sur des données structurées, donc une base de données, par exemple, ce sont des données structurées. Si vous avez même un fichier CSV avec des colonnes et des lignes, vous pouvez dire, voilà ma colonne cible, je veux être capable de prédire ce champ dans mes données, et AutoML va être capable de générer un modèle de machine learning qui va vous faire des prédictions. OK. Donc, on va passer à la démo. J'ai fait une petite démo. Vous allez pouvoir prendre vos téléphones ou vos laptops si vous avez une webcam. Et je voudrais savoir un peu si je vous ai barbé. Je voudrais savoir si vous êtes plutôt joyeux, plutôt triste, en colère, etc. Et puis, ça, c'est avec l'API Vision. On va essayer ça en envoyant des selfies. Et je voulais savoir aussi, je voudrais reconnaître des gens qui me tirent la langue, qui bâillent ou qui dorment carrément. Et un tel modèle n'existe pas. Donc, en fait, je me suis amusé avec mes collègues et avec quelques conférences auparavant, à partir de selfies que j'ai labellisées. Donc, j'ai mis une étiquette à ces selfies. J'ai dit, voilà, il y a quelqu'un qui me tire la langue, il y a quelqu'un qui bâille, etc. Et je me suis créé mon propre modèle. Bon, c'est pas très intéressant. Il est unique au monde. Il n'est pas très intéressant, mais il est à moi et il fonctionne. Enfin, on va le tester, d'accord? Donc, j'ai fait une petite archi Google Cloud pour ça, en utilisant des technos serverless. Donc, ça veut dire que j'ai rien à gérer, j'ai juste à déployer du code. Vous allez pouvoir prendre vos téléphones, vous allez m'envoyer des selfies. Dès qu'un selfie arrive dans un bucket, donc c'est comme un dossier dans le cloud, ça déclenche automatiquement une fonction Python. Vous avez vu le code auparavant. Cette fonction Python mais ça pourrait être du Node ou du Java ou autre chose, va automatiquement appeler l'API Vision pour me dire, oui, il y a un visage et voilà l'émotion générique. Et en mode AutoML, il va être capable de me dire, voilà les émotions particulières. Je vais faire un petit traitement en plus sur cette photo-là et vous allez recevoir le résultat sur votre téléphone. Et moi, j'ai un petit back-end d'administration. Je vais pouvoir vous montrer en temps réel ce qui se passe. OK? On va passer à la démo. Voilà.
Donc ça, c'est mon back-end d'administration. Je vous invite à vous connecter soit en utilisant le QR code, soit en tapant cette URL, bit.ly/mldevfest20 pour 2020. Vous allez arriver sur cette page-là. Tu peux l'envoyer dans le module chat? Alors, je vais... Ce sera mieux, effectivement. Voilà. Et juste une personne peut me dire si c'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon, super. Okay. Alors, hop. Donc, normalement, vous êtes là-dessus. Voilà, vous allez arriver là et vous pouvez rafraîchir la page. J'ai activé le premier mode. Vous voyez en gros, donc là, c'est la caméra avec laquelle je présente. On est dans le premier mode avec l'API Vision. Donc, essayez de déclencher une de ces émotions. Voilà, donc là, mon selfie est uploadé. Il arrive dans le bucket. Il déclenche ma fonction Python. Et voilà la détection d'émotions génériques, la joie. Voilà. Donc bien sûr, le modèle n'a pas été entraîné avec mes photos à moi. Il a été entraîné avec des photos du monde entier. Donc là, le taux de confiance sur la joie est au maximum. Et vous voyez au passage que comme j'ai la position du nez et de la bouche, ben, en fait, je peux rajouter une moustache à tout le monde. Je vais faire un deuxième essai. J'ai essayé de feindre la surprise. Ouais, vous voyez, reconnaît la surprise. Et bon, j'aurais dû pencher la tête. Et il me rajoute bien une petite moustache. Oui, et la tête est recadrée au passage. On va passer dans le deuxième mode. Alors, on va regarder le résultat après, mais on va passer au deuxième mode, donc le mode AutoML. Si vous rafraîchissez la page, cette fois-ci, vous allez pouvoir essayer de déclencher des émotions uniques, enfin personnalisées, avec mon modèle à moi. Voilà. Donc, on va essayer. Donc là, cette fois-ci, les moustaches seront colorées avec le drapeau français. OK. Bon, bah là, ça reconnaît bien que j'ai tiré la langue. Alors, là, on pourrait dire que j'ai triché. Et on pourrait le penser parce qu'en fait, le modèle, là, ça marche très bien, mais avant tout parce que j'ai créé ce modèle-là avec des photos de moi aussi. Des photos de mes collègues, des photos de participants à d'autres conférences et des photos de moi. Donc, heureusement que le modèle arrive à reconnaître ma langue sur cette photo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir s'il arrive à reconnaître sur vos selfies à vous si vous tirez la langue. Allez, je vais faire un autre essai. Voilà, donc j'essaie d'être poli en mettant la main, mais normalement, il y a aussi des entraînements avec des gens qui baillent la bouche grande ouverte. On va voir ça. Et donc là, il reconnaît bien que je suis en train de bailler. Très bien. Voilà, donc j'espère que vous avez pu faire l'essai de votre côté. On va voir ça. Voilà. Donc, les gens avec la banane, le sourire, eh ben voilà, et à nous trois. Très bien. Les gens surpris, bon, ben, il n'y avait que moi. Personne de triste, personne en colère, super. Les gens qui tirent la langue, j'en ai deux. Les gens qui baillent, les gens qui dorment. Ah, bah mince, je suis désolé, je vous ai endormi. Et si vous vous souvenez, il y a une fonctionnalité qui permet de détecter des objets. Eh bien là, bah, par exemple, ce sont les participants qui ont des lunettes et qui m'ont envoyé un selfie. Donc, les lunettes sont très précisément reconnues. Le code qui permet de faire cette détection, ce sont ces quelques lignes-là. Ça, c'est ma fonction Python qui est dans le cloud. Et si vous voyez, je demande à faire de la détection Safe Search, donc savoir si l'image est violente. Par exemple, si quelqu'un m'avait envoyé un selfie de zombie, l'image aurait été floutée, elle aurait été reconnue comme étant violente. Ça, c'est pour reconnaître les visages, et ça, par exemple, c'est pour reconnaître les objets. Donc, si quelqu'un a une cravate, la cravate va être reconnue, et typiquement, je me suis servi pour reconnaître les lunettes. Voilà. Voilà. Donc, bon, je refais juste un petit tour pour savoir s'il y en a d'autres. Non, il n'y a pas eu d'autres essais. OK, on va passer à la suite. On va terminer. On s'approche de la fin. Combien de temps? Allez, encore 5 minutes. Alors, ce qu'il faut savoir, là, on commence un peu à préciser
du point de vue de machine learning, on commence à avoir besoin de termes un peu plus précis. Quand vous allez créer votre propre modèle, vous allez d'un côté avoir les résultats que vous attendez si vous faites une prédiction, par exemple, les résultats que vous n'attendez pas. Et par ailleurs, il y a les résultats que le modèle va vous retourner ou que le modèle ne va pas vous retourner. Alors, les résultats qui sont retournés par le modèle, les experts appellent ça des positifs, et les autres résultats, ce sont les négatifs, bien sûr. Et donc, à partir de ça, vous allez avoir 4 cas typiques. Si vous avez la bonne réponse dans les résultats que vous obtenez, ce sont les vrais positifs. Si malheureusement vous obtenez les résultats, mais vous ne les attendiez pas, c'est une erreur, ce sont des faux positifs. Et à l'inverse, de la même façon, les résultats qui ne sortent pas et que vous n'attendiez pas, c'est correct, ce sont des vrais négatifs. Mais au deuxième type d'erreur, les faux négatifs, ce sont des résultats que vous n'obtenez pas, mais vous les attendiez. Voilà. Et donc, typiquement, la qualité d'un modèle va reposer sur ces deux types d'erreurs. Et vous allez pouvoir privilégier un des deux types d'erreurs. Si vous avez besoin d'être très, très précis et d'avoir un modèle de la qualité la plus forte possible, vous allez chercher à minimiser les faux positifs avec cette formule-là. Donc, c'est ça qui détermine la précision d'un modèle. De la même façon, le rappel. Donc, le rappel va plutôt chercher à minimiser le nombre de faux négatifs. Et ça, c'est assez intéressant. Par exemple, si vous faites un moteur de recherche et vous allez vouloir proposer le maximum de résultats pertinents. Peut-être des résultats qui seront un peu limites, mais vous voulez être le plus exhaustif possible. À ce moment-là, vous allez plutôt favoriser le rappel dans votre modèle. Si on soulève le capot, la façon dont ça fonctionne, il y a du transfer learning, il y a du méta machine learning et il y a des hyperparamètres. Rapidement, si vous vous souvenez de l'API Vision, je vous ai dit, elle a été entraînée sur des millions d'images. L'API Vision a appris à reconnaître des textures, des couleurs, des régions, des séparations. Il y a un grand nombre de couches dans le réseau neuronal qui ont été apprises. Grâce à AutoML, vous gardez ça. Donc, et vous pouvez dériver grâce aux images que vous allez rajouter ou aux données que vous allez rajouter. AutoML va créer des couches supplémentaires qui vont être personnalisées, qui vont s'adapter à vos données propres. Et c'est pour ça, c'est grâce à ça, au transfer learning. Donc ça, les experts connaissent ça. C'est grâce à ce principe que vous allez pouvoir créer un modèle personnalisé. Quelque chose qui est propre à Google, il y a un papier de recherche qui s'appelle NAS. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Quand vous lancez AutoML chez Google, avant de faire un entraînement à proprement parler, il y a du méta machine learning qui est créé. En fait, il y a des entraînements qui sont créés en parallèle pour explorer la meilleure architecture de machine learning pour vos données. Et typiquement, ça va être le modèle qui a le moins de couches possible et qui est capable d'entraîner et de fournir des bons résultats le plus vite possible. C'est extrêmement consommateur en temps CPU et c'est pour ça qu'on a du hardware dédié. Si vous vous souvenez, par exemple, pour les jeux vidéo, pour avoir des jeux vidéo, historiquement, à un moment donné, les jeux vidéo étaient très lents. Les constructeurs ont créé des GPU, des unités graphiques, pour que les jeux puissent faire du temps réel. Et pour le TPU, c'est pareil. Au lieu d'avoir un entraînement qui va prendre des semaines ou des mois, grâce au TPU chez Google, donc TPU, c'est pour Tensor Processing Unit, on a construit des racks de matériel dédié et grâce au TPU, on est capable de faire des entraînements en quelques heures, alors qu'avant, ça prenait des semaines. Et donc, on est capable de faire tourner AutoML dans des temps humains. Un dernier algorithme qui est propre à Google, c'est un algo qui s'appelle Hypertune, qui est capable de trouver des optimums en multidimensions. Par exemple, un expert va être capable de trouver cet optimum sur un problème donné. Donc, là, on parle de fine-tuner, de régler les paramètres qui sont pas inhérents de peaufiner la mécanique. En fait, nous, on a un algo qui donne des meilleurs résultats, qui trouve des meilleurs optimums. OK. Donc, on a vu les API de machine learning, on a vu les techniques AutoML. Si vous voulez faire plus de machine learning, si j'avais une vingtaine d'années, c'est ce que je ferais, et très probablement, j'y passerai 10 ou 20 ans de ma vie. Un des frameworks, un des écosystèmes les plus riches et les plus plébiscités, c'est TensorFlow. Grâce à TensorFlow, c'est 100% de l'open source. Vous pouvez installer ça sur votre laptop. Vous pouvez faire un entraînement sur votre laptop.
Vous voyez, de façon très large, c'est le repo de machine learning préféré sur GitHub. Et à un moment donné, si vous avez beaucoup de données, par exemple des téraoctets de données, vous avez des dizaines de milliers, centaines de milliers d'images ou autre chose, là, vous allez pouvoir transférer votre entraînement TensorFlow dans le cloud et faire ça en quelques minutes ou en quelques heures. Okay. Alors, c'est le temps de faire une petite récapitulation. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les API de machine learning, AutoML et comment devenir un expert en machine learning. Le temps qui est nécessaire pour les API de machine learning, c'est quelques heures. La première fois que j'ai utilisé l'API de détection des visages, il m'a fallu 2 heures. Et en 2 heures, j'avais intégré ça à une petite application. Et après, j'ai pu faire la démo que vous avez vue tout à l'heure. Pour AutoML, il vous faut quelques jours. Et pour le machine learning, il faut au minimum quelques semaines et probablement des mois et plus. Mais là, vous devenez un expert, vous maîtrisez tout de A à Z. La difficulté pour les API de machine learning, il n'y a aucune difficulté. Je vous ai dit, en 2 heures, c'est plié. Vous pouvez faire un tuto en quelques minutes, vous comprenez comment ça marche et vous pouvez exploiter un modèle machine learning. Pour AutoML, de façon raisonnable, je dirais qu'il faut bien 2 jours pour créer le jeu de données. L'entraînement, allez, en 2-3 heures, c'est bon. Et si vous voulez passer en production, vous pouvez lancer un entraînement de 6 heures, de 12 heures ou plus. Ce qui est intéressant aussi avec AutoML, c'est que l'entraînement s'arrête dès que le modèle a convergé. Donc moi, ça m'arrive, là par exemple pour le modèle AutoML Vision, ça m'arrive de lancer un entraînement de 24 heures, mais ça m'est aussi arrivé qu'au bout de 2-3 heures, il s'arrête parce qu'il avait convergé et il obtenait des très bons résultats. Ça, c'est une petite diapo avec les différentes technos si vous voulez en apprendre un peu plus. Ici, c'est assez sympa, c'est une bande dessinée qui parle de machine learning qui est disponible en ligne et vous y retrouverez les principes que je vous ai évoqués, mais plein d'autres principes aussi qui nécessiteraient beaucoup plus de temps. Donc, si vous voulez faire un petit rafraîchissement en machine learning, cette BD est très sympathique. Voilà, un grand merci de m'avoir écouté. Si vous voulez revenir vers moi, m'envoyer du feedback, il y a ce formulaire, il est toujours en ligne. Vous pouvez revenir vers moi quand vous voulez, même dans 2 ou 3 mois. Et les diapos sont disponibles grâce avec ce lien Bitly ou avec ce QR code. Je vais vous le copier hop, directement dans le chat et on va pouvoir passer aux questions. Mais sinon, avant les questions, un grand merci. Moi, mon objectif, c'était de vous montrer un maximum de choses, ce qui était possible de faire. J'espère que ça a été le cas. Et encore mieux, j'espère vous avoir donné des idées. Voilà. Maintenant, je vous écoute si vous avez des questions. Je vais présenter ça. Alors, merci pour cette présentation si intéressante. Pour les questions, nous avons... ok, super. Je présente, c'est bon? Alors, pourquoi les voix des textes, oui, speech et assistants sont-elles robotisées? Quelle piste pour humaniser ces voix? Alors, je ne sais pas si vous parlez de l'assistant Google et des voix WaveNet, mais honnêtement, essayez les voix WaveNet, elles sont très proches de voix humaines. Après, il ne faut pas se tromper, quand vous essayez un moteur de synthèse vocale, vous avez forcément historiquement des voix qui ont été générées avec les algorithmes précédents. Donc, en général, vous avez 2 classes de modèles pour la synthèse vocale. Vous avez une classe de modèles qui sont les moins chers et qui génèrent ces voix robotisées. Et vous avez une classe de voix générées en machine learning. Et typiquement, les voix WaveNet, je vous ai dit, il y en a des dizaines. Vous pouvez les essayer sur le web. Vous pouvez taper du texte et écouter le résultat. Et vous avez une certaine chaleur. Ça ressemble aux voix d'origine des gens qui ont parlé pour générer l'entraînement. Quelle piste pour humaniser ces voix? Honnêtement, je pense que vous n'avez pas essayé WaveNet. Vous avez vu que moi, j'aime beaucoup l'API Vision. Mais l'API Text-to-Speech, je dois reconnaître que c'est l'API la plus avancée. Il y a quasiment plus d'avancée possible. Vous pouvez bluffer quelqu'un, ça ressemble vraiment à une voix humaine. Sur la deuxième question, pour les versions mobiles, c'est possible d'avoir du machine learning en local.
Alors, oui, si vous utilisez des frameworks, par exemple Firebase ou MLKit, ces API sont intégrées sous différentes formes sur les OS. Donc, oui, en version mobile, vous pouvez travailler, après, ça dépend des frameworks que vous utilisez, mais très généralement, elles sont embarquées en natif sur Android et sur iOS, sous une forme ou sous une autre. Alors, quel est le pricing de ces outils? Alors, il y a différentes réponses. En fait, l'essentiel du coût, donc sur les API de machine learning, c'est du serverless. Vous ne payez que ce que vous utilisez. Donc, par exemple, je crois que vous pouvez faire une interrogation. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, j'allais dire 2 millions. Non, c'est pas possible. Par exemple, sur le texte, ça, j'en suis sûr, vous pouvez interroger tous les mois, vous pouvez demander à faire une analyse d'un millier de phrases gratuitement. Voilà, donc, vous avez toujours un tiers gratuit sur tout ce qui est serverless, c'est-à-dire que en deçà d'un certain seuil, vous pouvez l'utiliser tous les mois et c'est gratuit. Sur les images, je me souviens plus, mais tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez faire des requêtes vers l'API Vision et c'est gratuit. C'est ridicule le nombre d'images qu'on a utilisées. En revanche, sur AutoML, donc le AutoML, le coût, il est dans l'entraînement. Donc, si vous utilisez AutoML, ben, c'est gratuit. En revanche, quand vous allez lancer un entraînement d'1 heure, je crois que c'est de l'ordre de $20 par heure. Voilà, donc c'est là où est la vraie valeur et c'est là où il va y avoir un coût attaché. Après, c'est à vous de choisir comment vous utilisez le modèle. Si vous voulez qu'il soit disponible, comme là, ça a été le cas quand on a fait la démo, bah, vous allez aussi payer le temps, les instances qui sont en ligne pour servir votre modèle. Mais si vous voulez exporter, et par exemple, vous voulez faire tourner ça sur une ligne de production qui n'est pas connectée, vous pouvez créer un modèle Edge, vous payez l'entraînement, et après, le modèle, quand il est embarqué, par exemple, dans un container ou sur un serveur, sur une ligne de production, bah, c'est votre modèle, là, vous payez plus. Est-ce que AutoML est utilisable uniquement sur Google Cloud? Alors, AutoML, c'est un terme générique qui a été fortement poussé par Google il y a quelques années. Donc l'AutoML, donc moi je vous ai parlé, oui, il est chez Google, et notamment celui qui a du meta-learning avec l'exploration des réseaux neuronaux et le fine-tuning des hyperparamètres qui est de qualité supérieure à ce que font les experts. Ça a été testé sur les modèles des 10 dernières années et à chaque fois les hyperparamètres sont de meilleure qualité. Oui, je dirais mais il y a plein de sociétés qui travaillent sur le domaine et peut-être qu'elles sont spécialisées sur uniquement les vidéos, uniquement le texte. Voilà. Ce qui est intéressant chez Google Cloud, c'est que vous avez l'exhaustivité de la solution de tout ce qui est possible de faire. Est-ce qu'avec le machine learning, il est capable de reproduire un paysage en 3D? Alors là, on passe dans un domaine d'expertise. Je ne sais pas. J'ai envie de vous dire quasiment sûr que oui. J'ai vu, il y a eu un papier ces derniers jours qui est sorti sur de la reconnaissance, donc l'inverse, pas la reproduction, mais l'analyse de paysages à travers le temps. Donc regardez, si vous faites des recherches, vous trouverez très probablement même peut-être des modèles TensorFlow qui permettent de résoudre vos problèmes. Avant de vous lancer dans une solution, regardez, très souvent, des gens se sont déjà penchés sur le problème. L'API Vision permet-elle de décrire une vidéo en streaming? Alors oui. Alors c'est pas l'API Vision, c'est la deuxième, c'est l'API Video Intelligence. Mais oui, vous pouvez tout à fait envoyer une vidéo en streaming et vous recevez les résultats en streaming en quasi temps réel, donc avec un léger différé. Mais donc ça c'est super intéressant. J'ai pas encore eu le temps de l'essayer, mais je sais qu'on a des solutions serverless aussi qui depuis quelques jours supportent le streaming. Donc très probablement dans les prochains mois, j'essaierai de faire cette même démo qu'on a faite, mais avec du streaming de vidéos en temps réel pour voir les instances serverless qui montent et qui interrogent la vidéo intelligence en temps réel. Donc, superposer des layers sur un flux vidéo de surveillance, oui, avec un différé que je sais pas mesurer, mais je crois qu'on est quasiment en temps réel. Donc, faut peut-être un peu amorcer la pompe au début, une fois que tout tourne, mais après vous obtenez les résultats un peu comme vous l'avez vu sur
C'est quand même plus lourd, hein, la vidéo, mais comme vous l'avez vu avec la voix. La voix, là, c'est mieux que du temps réel. Si vous voulez creuser un peu ça, je vous donne un. Donc il y a des liens dans mes slides vers des tutos, mais j'écris des articles sur Medium aussi. Là, j'ai lancé une série il y a quelques mois, et c'est une série comment faire certaines choses en moins de 300 lignes de code. Et donc typiquement le code qui rajoute les moustaches, j'ai écrit un article, je crois que c'est la semaine dernière, je l'ai publié. En moins de 300 lignes, si vous voulez refaire la démo, vous allez pouvoir voir comment détecter les visages. Je montre comment on peut les anonymiser, si on connaît les endroits où sont les visages. Voilà, donc ça, c'est les articles sur Medium. Et le code source est sur GitHub. Même chose sur du tracking de vidéo. Donc, comment reconnaître les objets dans une vidéo et reconnaître les différentes séquences. Et là, ça, c'est quelque chose aussi, je vous ai pas montré, c'est comment générer automatiquement un résumé de vidéo. Donc, ça, c'est le premier article de la série que j'ai publié il y a un an. Et donc, vous téléchargez une vidéo, la vidéo est analysée, les séquences sont analysées, et ça génère automatiquement, en moins de 300 lignes de code, un résumé de votre vidéo. Donc là, vous savez tout de suite que cette vidéo, il y a une terre au début, ça se passe dans la forêt, là, il y a un insecte, il y a des singes, chimpanzés, des singes, etc., etc. Donc tout ça, c'est disponible, et le code source est sur GitHub aussi, sur mon profil GitHub. Donc typiquement, si vous voulez, alors il y a pas encore le streaming, mais si vous voulez savoir comment je génère automatiquement ces petites animations avec des objets qui ont été reconnus dans les vidéos, ça tient en moins de 300 lignes de code. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais regarder. Non, on a fini sur Slido. Bonsoir, cher chef. Bonsoir Stéphane. Oui, oui, ma question est de savoir, en ce qui concerne la modélisation des systèmes d'information qui sont basés sur le machine learning, ça se passe comment en fait? Quelles sont les étapes ou bien est-ce qu'il y a des méthodes qui existent? C'est-à-dire pour créer les réseaux neuronaux, c'est ça? Euh, Disons, pour utiliser, en fait, pour mettre sur pied un système d'information qui utilise ces réseaux neuronaux là, est-ce qu'il y a une méthode? Par exemple, dans les systèmes d'information classiques, il y a la méthode MERIS qui est utilisée pour faire de la modélisation. J'aimerais savoir, est-ce que D'accord. dans ce domaine, il y a une méthode spécifique ou bien il y a des méthodes qui existent pour faire de la modélisation? Alors, je ne connais pas de méthode. Et je dirais que il y a les approches. Enfin, si vous avez vu, il y a une méthodologie qui part toujours des données. Donc, vous avez besoin de créer un jeu de données. Vous avez très souvent, les experts ont besoin de traiter ce jeu de données. Vous avez des données brutes, elles sont traitées. Et puis après, un entraînement est lancé à partir de ces données. Donc, vous avez, quand vous êtes un expert, vous avez, je crois, 7 ou 8 étapes imposées. Si vous utilisez AutoML, vous sautez, vous n'avez que besoin de fournir les données brutes et de donner le résultat que vous souhaitez avoir. Donc, ça vous permet de faire sauter un grand nombre d'étapes. L'entraînement est totalement automatisé. Donc, je suis pas sûr que ça réponde à votre question, mais c'est juste pour dire que ça dépend en fait. Si vous voulez vraiment devenir un expert, vous allez devoir suivre les différentes étapes et puis la transformation des données, elle va dépendre de votre domaine. Traiter du texte, ça n'a rien à voir avec traiter des images et les réseaux neuronaux qui en découlent n'ont rien à voir non plus. En revanche, avec AutoML, vous n'avez pas besoin de connaître tout ça. Vous avez besoin de créer votre jeu de données le plus propre possible parce que c'est ça qui va déterminer la qualité du modèle final. D'accord, merci bien, merci bien, merci bien. Je vous en prie. D'accord. Alors, d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour. Laurent, autre chose à ajouter? Non, un grand merci à vous tous et puis je vous souhaite de bonnes sessions pour la suite demain et après-demain. D'accord. Merci également. Je tenais également à remercier le précédent talker ainsi que tous ceux qui ont participé à cet événement.
Sachez donc que c'est une série d'événements qui se déroulent jusqu'après-demain. Demain également, nous aurons 3 talkers qui vont nous présenter sur 3 sujets différents à partir de 16 heures. Donc vous êtes invités et conviés à faire un maximum de bruit autour de ces événements pour que plusieurs personnes puissent en profiter également. Donc nous allons prendre congé les uns des autres et on se dit à demain. Merci. Au revoir.